Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à la famille, bonjour à tous les narrateurs et bonjour à la grande famille. J'espère que vous allez bien dans la paix du Christ. Je viens encore une fois de plus vous donner la suite de mon histoire, épisode 1120, histoire numéro 3, je crois bien. Donc, je viens juste vous raconter, je ne vous donnerai pas les détails qui je suis, parce que tout ce monde est en vie et je suis sûr qu'ils écoutent la page de DMG. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations parce que ces gens sont vivants et il faut éviter des problèmes, comme DMG dit souvent. Donc, je vais entrer dans le corps du sujet. Donc, dans ma première histoire, j'avais parlé d'un décollage d'avion en plein 4 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin. Donc, après cette histoire de mon retour en ville, comme j'avais dit, j'avais appelé à la concernée. On avait discuté, mais c'était une discussion très violente, à un point où on me souhaitait tous les malheurs du monde. On me souhaitait tous les malheurs du monde. Et les malheurs ne se sont pas arrêtés là. C'était triste, mais c'était une réalité. Mais après ça, après ce coup de fil, je suis allée en ville avec mes cousines faire des provisions. Et juste au marché, à l'entrée du marché, un très grand marché populaire dans mon pays. Et nous étions vraiment loin du carrefour parce que c'est un carrefour à 4 directions. Donc nous étions au bord du carrefour où il y avait tellement des cafétérias et tout ce que ça comportait. Donc, qu'est-ce qu'on était? J'étais au milieu et j'avais 2 cousines à ma droite, une à ma gauche. On ne sait pas, on n'a pas vu où ce taxi sortait. Ça, c'est quelques heures après le coup de fil. On n'a pas vu où ce taxi sortait. Le taxi a raté le carrefour. Le taxi a foncé directement sur nous. Le taxi a évité mes 2 cousines. Le taxi a évité celle de ma droite et de ma gauche. Le taxi m'a ramassé. J'ai tourné 3 fois en l'air. J'ai atterri au sol. Et le taxi a pris la fuite. Et j'ai des amis avec qui on avait passé la journée un peu plus tôt. Ils ont été au courant, ils ont contacté beaucoup de gens, ils ont contacté ma maman et ils ont dit que ça ne va pas. On ne croit pas qu'elle va s'en sortir. Donc, mes lunettes étaient posées au sol, rien ne s'était... Je ne sentais pas de douleur, je ne sentais rien en réalité. Mais mon esprit n'était plus en moi. J'entendais des gens parler à distance, très loin. J'étais très loin. Et il y a eu des valeureux
des personnes, quoi, très, très valeureux qui ont appelé l'ambulance et on m'a amené dans un hôpital privé catholique où on a pris les soins. On m'a fait des soins là pendant 3 jours. Et juste, bon, on m'a passé au scanner, tout ça. Aucun os apparemment n'était broyé ou quoi que ce soit. Mais en passant, le taxi ne s'est pas arrêté. Le taxi a disparu. La police, les policiers en moto, ils ont essayé de suivre le taxi. Les policiers sont revenus à la scène, dit que le taxi a disparu. C'était bizarre. C'était très, 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 très bizarre. Vraiment bizarre. Donc, quand le taxi a disparu, moi, on m'a amené à l'hôpital et on m'a fait des soins, tout ce qu'il fallait faire. Bon, parfois, la famille, c'est pas juste ceux qui sont de ton propre sang. Il y a des gens qui ont pris des garanties. Et cette histoire me donne froid aux yeux, qui ont risqué leur porte-monnaie pour moi. Et ce sont des gens que je n'avais jamais vus ou connus. Je bénis toujours l'Éternel et je prie toujours pour ces gens-là. Je ne sais même pas si on peut encore se reconnaître ou bien je vais les reconnaître. Et on m'a fait des soins. Quand je suis revenue en moi, j'ai mis ma carte d'assurance et tout et tout. Bon, les factures ont été payées, tout a été fait. Je suis repartie à l'hôtel. Bon, même les courses, je n'avais plus fait de courses. 2 jours après, j'apprends que la vieille m'appelle du village. Elle me dit que le vieux est entré dans le coma. Quelle coïncidence. Je pose des questions à la vieille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que le vieux, puisque quand je quittais le village, et j'avais amené le vieux faire ses examens mensuels, c'était une opportunité pour lui de faire tout son bilan de santé et tout était OK. Il n'y avait pas de problème, aucun problème. Et le vieux devait repartir le lendemain au village. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la voiture m'a cogné, moi je suis rentrée. Et c'était la même journée et c'était le lendemain que le vieux devait voyager. La vieille dit que le vieux a fait un AVC. Oh, AVC, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la vieille maintenant me dit, comment tu vas? On m'a appelé ici, je suis en larmes. Et au même moment, quand je mets les A plus B ensemble, l'heure à laquelle tu me dis que tu as fait l'accident, c'est là où ton père est entré dans le coma aussi. Il a fait un AVC. J'ai dit, waouh, OK. J'ai dit à la vieille que ça va aller. Donnez-lui tous les soins possibles. Je vais payer. Mais je prends mon avion demain. Je suis allé à l'aéroport le lendemain. J'ai pris mon avion. Je suis rentré. Mais en rentrant, je ne suis pas allé directement dans mon pays d'origine. Je suis allé faire un pèlerinage en Europe. Et pendant que j'étais au pèlerinage, un coup de fil qui était ma mère m'a appelé et m'a annoncé que le vieux était parti. Ça m'a traumatisé. J'ai fini mon pèlerinage. Je suis rentré dans le pays où j'habite. J'ai respiré et ça m'a fait vraiment très très mal. Et quand je suis arrivé ici, c'est là où mon vrai calvaire a commencé. À mon atterrissage, je ne voyais plus. J'étais presque aveugle. Je titubais, mais j'ai pris Uber, je crois. J'avais pris Uber, je suis rentré à la maison. Et les enfants étaient là. Un matin,
Mon fils a appelé l'ambulance, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Pas du tout. Et l'ambulance est venue, on m'a amené à l'hôpital, on m'a fait le scanner. Ça, c'est quelques jours après mon arrivée. Aucun os cassé, rien, rien. Et je me suis retrouvée clouée au lit. Après quelques jours, on m'a fait sortir de l'hôpital. On m'a dit qu'on ne voyait rien, mais j'étais couchée à la maison. Et j'ai commencé à vomir du sang. Mon ventre, j'étais déjà comme une femme qui avait une grossesse de 9 mois. Ça n'allait pas. J'avais des douleurs atroces. L'hôpital, rien. Les examens, il n'y en avait rien. Et comme on dit souvent, je suis beaucoup DMG. Les morts ne sont pas morts. Comme on dit en anglais, don't underestimate the power of God. C'est ce que l'anglophone dit. Et j'étais couchée dans ma chambre. Comme on dit, mon papa a apparu. Très tranquille, il ne parlait pas, il me regardait. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines sans boire, sans manger. Parce que rien n'entrait, rien. Il n'y avait que du sang que je vomissais. Et à l'hôpital, on m'avait dit, signer mon arrêt de mort. Et après ça, je suis restée tranquille. J'ai continué à prier. J'ai vraiment prié. Et vraiment, le miracle est arrivé. Et mon père a encore apparu, puis 2e fois. Et il m'a dit d'allumer une bougie et de faire la prière de l'Esprit Saint. Et je l'ai fait correctement et bien. Et après 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trébuché, je crois. Je voulais me lever du lit et je n'avais pas de force. J'ai trébuché. Et en trébuchant, je me cogne le pied et je tombe. Parce que je ne voyais plus. J'avais une vision très, très, très faible. Et je n'ai pas de diabète, s'il vous plaît. Et quand je me relève, je constate que toute ma culotte est trempée. Je me suis d'abord dit que non, c'était peut-être que j'ai fait pipi sur moi. Mais en réalité, je saignais. J'ai dit, mais ça ne va pas là. Je me suis assise, j'ai pris un seau, je me suis assise, j'ai commencé à vomir. Comme je vomissais, c'est comme ça que je faisais les selles. J'ai fait à peu près 15 litres de déchets, un seau plein de sang coagulé noir. Ça sortait de la bouche comme ça sortait des orifices. C'était très terrible et ça puait. C'était pas beau à voir. Excusez-moi, mon histoire est un peu longue. Mais le Seigneur m'a restauré. Et je suis restée tranquille. Et bizarrement, un matin, la même personne m'appelle pour savoir comment je vais. Et quand on a les codes des adversaires, on ne répond pas à ce genre de coup de fil. C'était un coup de fil pour faire quoi? M'achever? C'était bizarre. Dieu merci, j'étais déjà éveillée. Et c'est un peu ça. Je vous donne la 3e partie de cette histoire. Et quand je me suis... j'étais déjà éveillée, comme j'ai dit. Tout s'est bien passé, j'ai vomi. À moins d'une semaine, j'avais repris mes formes. Mes formes et tout, et tout, et tout. Et j'ai demandé
à la vieille qu'est-ce qu'elle veut faire et comment elle veut que son mari soit enterré. Elle m'a dit ce qu'elle voulait faire. J'ai dit, OK, je vais revenir au pays enterrer mon père. TMG, c'était pas facile. Parce que pendant quand mon père avait apparu, mon père m'avait dit, ma fille, s'il te plaît, viens m'enterrer. Parce que si tu as ce courage-là, tes soeurs et tes frères ne peuvent pas le faire. Je ne sais pas pourquoi le vieux m'avait dit ça. Mais à la fin de mon histoire, vous allez comprendre. Donc, je suis allée au pays. Je suis reparti au pays après 3 mois. J'ai demandé qu'on garde le corps à la morgue. Et arrivé au pays, ce qui était déjà bizarre, la réunion familiale, on me demande de cotiser. Je dis non, parce que je suis déjà venu avec tous les accessoires et tout, et j'ai déjà payé la morgue. Donc, tout ce que vous pouvez faire, arrangez-vous si vous voulez faire la restauration, tant mieux, mais je prends le reste des dépenses. Vous prenez la restauration. Non, la concernée s'est levée, elle a tapé la main sur la table, elle me dit, serait-ce qu'une pièce, ça sera symbolique. Je lui ai dit, face à face, ce que tu as fait, tu as raté, tu ne pourras pas l'avoir. Je ne dépose rien, je ne donne rien, absolument rien. J'ai déjà pris assez de dépenses et vous pouvez prendre le reste. C'est simple comme bonjour. Donc, après ça, je suis arrivé dans la localité où il y avait la morgue. J'étais allé déposer le cercueil et tout ce que ça comporte. Et le morguier m'a appelé sur le côté. Il me pose la question, qui est telle personne? Je lui ai dit, qui est cette personne? Et puis ça, il me fait savoir parce que j'étais en collaboration directe avec ces gens, avec le morguier et l'hôpital, parce que je leur avais garanti, j'avais mis ma garantie, quand la vieille était allée mettre le corps, j'avais causé avec eux, j'ai dit que les dépenses sont à mon nom, je vous ferai des transferts dès que j'arrive dans le pays où je réside. Et c'est ce qui a été fait. Et ils ont eu confiance en moi. Le vieux a été traité super bien. Et malheureusement, la même personne allait voir le banquier pour se procurer les effets du vieux. Le morgue a dit que non, ce n'était plus disponible et ces choses sont reparties chez la veuve. C'est reparti chez la veuve. Donc, ce qu'elle voulait en réalité, c'était les sous-vêtements et la bague et la chaîne en or du vieux. Ce qu'elle n'a pas pu avoir. Et ça a attiré beaucoup de problèmes dans la famille. Et elle est allée jusqu'à demander qu'on lui remette ça. Et les gens qui avaient ça ont dit que moi, je n'ai pas ça. Bon, on jouait cette personne en neuf, comme on dit souvent. Tu vas à gauche, non, c'est pas moi. Tu vas à droite, non, c'est pas moi. Tu vas à oublier, non, c'est pas moi. C'était un peu ça. Et quand je suis arrivée, les concernés m'ont remis tout ce qui appartenait au vieux. Et je ne sais pas comment cette personne l'a su. C'était une petite guerre au deuil, indirecte. On se voyait, on se guettait. Et c'était un peu ça. Et ce qui était la fatale qui était arrivée, c'est quand nous sommes allés à l'église pendant la messe et pendant qu'on allait à l'enterrement.
Il n'y avait pas de honte dans ça. Elle se courbait pour ramasser les plantes des pieds, le sable. Dès qu'elle se courbait, moi aussi, dès qu'elle a soulevé son pied, j'ai ramassé son sable. J'ai dit que allons-y, on verra. J'ai dit que je verse ton sable là dans la tombe de mon père. Et c'est ça. Je lui ai dit que ce que tu as essayé plusieurs fois, c'est un peu ça. Mais après le deuil, la neuvaine, tout ce qui s'est passé, j'ai invité les prêtres exorcistes. J'ai invité beaucoup de gens qui sont venus prier. Et c'est là où on m'a fait savoir que cet accident où j'ai failli perdre la vie et que c'était mon père qui avait pris ce choc. Mon père m'avait protégé. Et je m'en veux jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je m'en veux. Parce que nos parents, c'est tout pour nous. Je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous raconter cette histoire. Et toutes ces personnes vivent. On se connaît, on se voit. On s'évite. On s'évite beaucoup. Parce que s'il faut que je garde cette haine dans mon cœur, ça va être une haine qui va me pousser à faire beaucoup de mauvaises choses. Parce que j'étais fille à papa. Et je comprends pourquoi mon père l'a fait. C'est triste, mais c'est la réalité. Et cette personne vit. Elle vit sa best life. Et je me pose la question de savoir, quand vous partez entrer dans vos choses-là, vous n'entrez pas là-bas pour des autres. Faites les sacrifices de vos familles et de vos enfants. Pourquoi sacrifier les innocents? Donc, c'est une question que je crois que toutes les familles se posent. Et j'espère que chacun va tirer sa conclusion. Parce que, comme on dit, les réalités de l'Afrique, c'est les réalités de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Bonjour la communauté. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je suis la servante du Seigneur. DMG, je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire déjà, mais je la raconte. Si je l'ai racontée, je m'en excuse. Mais je la raconte suite à l'histoire 2 de l'épisode 128, où la dame disait qu'il crache en l'air, crache sur son propre nez. Je ne dis pas non. Excusez-moi, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire, ou c'est pas des critiques. Mais il y a des choses, parfois, vous le faites, pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous êtes dépassé. Et ça peut arriver comme ça. Donc, comme je dis, je ne sais pas si j'ai eu à raconter cette histoire déjà. Cette histoire m'a rappelé une histoire similaire presque à ce qu'on m'a raconté une fois. Une dame gardait son argent. Non, un monsieur plutôt, il gardait son argent. Et son fils, le fils de ce monsieur qui avait un certain âge déjà, et il avait honte de voir que tous ses amis ont été circoncis sans lui. Et tout le monde se moquait de lui, on lui disait, tu n'as pas honte à ton âge, tu n'as pas encore été circoncis et tout et tout. L'enfant en parlait à ses parents, les parents où il jouait à la sourde oreille, ne le faisaient pas. Alors l'enfant, on lui a dit, il y a des gens on lui a montré qui pouvait le faire cette opération. Il a volé l'argent de son papa. Il allait voir quelqu'un qui lui a fait, qui l'a aidé, il a été circoncis. Alors, quand le moment venu, son papa a fouillé son argent, fouillé. Sans succès, il ne l'a pas trouvé. Son papa leur a posé la question. Tour à tour, tous ses enfants, ils posaient la question de savoir qui a pris son argent. Tout le monde disait, c'est pas moi j'ai rien pris. Même le concerné, celui qui a pris l'argent, il l'a nié.
Au lieu de dire à son papa, papa, c'est moi qui ai pris de l'argent, parce qu'il fallait que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Son papa lui aurait... Enfin, je crois que son papa se serait énervé, mais il n'aurait pas fait il ne serait pas allé vous consulter. L'enfant est resté longtemps, n'a pas réagi. Alors, le moment venu, son père était tellement énervé qu'il a dit, OK, je vous ai posé la question. Personne n'a répondu. Bon, mais ça m'étonnerait que quelqu'un vienne de l'extérieur prendre cet argent. Mais comme vous dites que ce n'est pas vous, moi, je vais aller voir. Et tant pis pour la personne qui a pris de l'argent. Hein. Moi, je vais faire ce qui va arriver, va arriver. Je vous repose la question. Personne ne réagissait. Alors, le monsieur, il allait voir un charlatan, comme moi je les appelle. Tout le monde les appelle comme il veut. Le monsieur lui a dit que, monsieur, c'est pas loin, c'est dans votre maison, c'est vos enfants. Essayez dehors. Il a dit, mais comment? Monsieur, vous me prenez pour un fou, quoi. Moi, j'ai posé la question longtemps à mes enfants avant de venir, avant de venir consulter. Pourquoi vous me dites que c'est mes enfants? Mes enfants m'ont juré tous les dieux, ils m'ont dit que ce n'était pas eux. Hein? Comment vous dites que c'est mes enfants? Mes enfants, ils ne peuvent jamais le faire. Et puis l'éducation que je leur ai donnée ne leur permet pas de le faire. Le monsieur dit, OK, allez encore reposer la question et vous revenez. Le monsieur lui a dit, mais si vous ne voulez pas m'aider, dites-le moi. Il dit, non, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider, mais parce que je vous dis que c'est l'un des vôtres, c'est votre fils. Pas le cousin, pas la cousine, pas le neveu, mais c'est votre fils. C'est l'un de vôtres qui a pris cet argent. Il revient, il repose la question aux enfants. C'était toujours la même réponse. Non, c'est pas nous. Papa, j'ai rien pris. Papa, c'est pas moi. Papa, c'est pas moi, c'est pas moi. Tour à tour. Alors le monsieur rentre. Je repars voir le monsieur. Il dit, oh, moi, vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne combien pour que vous m'aidiez? Parce que moi, cet argent, il était destiné à résoudre un problème. Alors maintenant qu'on l'a pris, personne ne veut voir, je ne vois pas la personne. Mes enfants, ce n'est pas eux de toute façon. Faites ce que je voulais. Il dit, monsieur, vous êtes sûr de ce que vous dites? Il dit, oui, je vous ai dit, faites ce que vous voulez. Ça apprendra à la personne qui a pris l'argent, cet argent, de ne plus jamais le faire. Le monsieur dit, OK, j'ai longtemps attendu, je vous ai demandé de réfléchir et vous m'avez dit de faire ce que je veux. Voilà une assiette d'eau. Je ne vais rien faire. Je vous donne juste l'assiette d'eau et l'épingle. Méditez et parlez ce que vous voulez. Et après, vous piquez l'épingle dans l'eau. Vous jetez l'épingle dans l'eau. Après, il a médité. Quand il a médité, il voyait une personne tourner dans l'assiette d'eau, mais qui ne montrait pas son visage. Et apparemment, même s'il avait montré son visage, c'était tard parce qu'il lui avait déjà donné le truc. Et le monsieur avait déjà médité. Il lui a donné l'épingle. L'enfant a tourné dans l'assiette, je crois 3 fois. On lui a dit la 4e fois, il pique l'épingle. C'est comme ça que l'enfant a tourné dans l'assiette d'eau 3 fois, mais il ne montrait pas le visage. Au 4e tour, il a piqué l'épingle. Le sang, toute l'assiette d'eau est devenue rouge. On a vu le visage de l'enfant. C'était son fils. Le monsieur dit non, c'est pas possible. Il dit comment c'est pas possible? Je ne connais pas vos enfants. Pour dire que c'est moi qui ai pris votre enfant là-bas pour l'amener ici. Je connais aucun de vos enfants. Si vous avez vu un visage, c'est que c'est la personne. Il me fait poser les mains sur la tête. Il dit pardon, pas mon fils. Il dit mais je vous ai dit tout à l'heure, moi je peux faire, mais je peux gâter, mais je ne peux pas arranger. C'est votre fils. Et c'est tard, je ne peux plus rien. Le monsieur est rentré chez lui en pleurant. Il a appelé son fils, lui a posé la question. Son fils lui dit, papa, c'est moi qui ai pris l'argent parce que mes camarades, mes amis se moquaient de moi quand mon âge n'était pas circoncis. Et puis, j'ai pris cet argent, je suis allé le faire. Il a baissé son pantalon, il a montré à son papa. Voilà, ça a été fait. Son papa lui dit, mon fils, ça te coûtait quoi de me le dire? Voilà, je vous ai posé longtemps la question à plusieurs reprises. J'ai posé la question à tous mes enfants. Voilà, maintenant, tu vas perdre ta vie, mon fils. Je veux perdre mon enfant. J'ai tué mon enfant pour ça. Pour de l'argent. Mon fils, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quelque temps après, son fils est tombé malade. Il est décédé. Bon, donc, je veux bien qu'on dise que qui crache en l'air, crache sur son propre nez. Bon, ou alors, moi, je dirais,
évitons d'aller consulter, ou alors disons, on remet tout entre les mains du Seigneur, que la personne qui a pris porte cette foi. Mais tu pars consulter ces gens-là. Ils sont là pour chercher leur argent. Hein. Et le plus souvent, c'est pour gâter. Hein. C'est pour gâter, ils n'arrangeront jamais. Hein. Parce que figurez-vous, à quelqu'un qui cherche de l'argent, il ne vous dira jamais je ne peux rien faire. S'il peut gâter, il va gâter. Mais il ne va jamais arranger. Hein. Même des problèmes de famille, oui, telle personne a pris mon terrain, telle autre a fait ceci, oui, ils sont prêts à tuer, ils sont prompts à tuer, mais jamais ils nous diront, oui, je vais te faire qu'il te remette ton terrain, il va seulement tuer. Donc voilà, il a perdu son enfant comme ça, l'enfant est décédé, et donc je dis, évitons de consulter, parce que ce monsieur-là, ces marabouts-là, même ces charlatans, il y en a qui vous disent, si Dieu le veut, avec l'aide de Dieu. Ou alors parfois il te dit, va prier, parce que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est le début et la fin, c'est lui qui décide de tout. Même s'ils font leur pratique là, ils parlent de temps en temps de Dieu aussi. Donc évitons d'aller consulter, les voir. L'argent, oui, c'est toi qui cherches l'argent. Tu dis, je remets toi entre les mains du Seigneur, tu travailles ton argent, il va te donner la force de travailler ton argent, que d'aller consulter, tuer ton enfant. Mais voilà. Merci. Une fois de plus, je ne sais pas si j'avais publié cette histoire déjà. Si ça a été fait, excusez-moi de la republier. Merci. Bonne journée. Likez, partagez et commentez. C'était la servante du Seigneur. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Oui, bonjour DMJ. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a de cela quelques mois. Désolé des problèmes. Juste que j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Comment on dit? Tout ce qui brille n'est pas or. Et quelqu'un ne peut pas venir de nulle part pour te venir en aide. Bref, je vivais à Olémé d'abord. Et du coup, j'étais chez mon frère. Il y a un monsieur avec qui je côtoyais, on faisait du sport ensemble, on causait, on sympathisait aussi. Et il m'avait présenté un monsieur, et cette personne-là, c'est un grand type quand même, qui travaille quand même dans des grands bureaux là. Il m'a présenté l'un de ses amis autant pour moi, en disant que voici telle personne, telle. Et sans vous mentir, celui qui l'a jamais présenté, c'est le directeur général d'une banque ici au Cameroun, dont j'aimerais tel le nom. C'est un grand type, il marche avec les grands types de ce monde. Il dit les grands types de ce monde. Il m'a présenté ce monsieur, c'est comme ça qu'on s'est familiarisé, on a changé de contact et consorts. Et moi, je me bats, c'est comme ça qu'il avait besoin il avait besoin de moi pour certains articles dont je vendais. Il m'envoyait avec les petites filles, avec ses petits agneaux temps pour moi. Il m'envoyait souvent d'aller livrer tel colis, comme ça, ok, il me remettait mon argent. Il payait aussi le transport. Donc, il avait besoin de mes services autant pour moi. On s'est familiarisé 1, 2, 3, 4 mois. J'avais aussi une autre activité que j'ai eu à lancer. Il venait aussi me faire la recette de consomme. Et du coup aussi, il me prenait à comme, il disait à presque tout le monde que c'est son enfant. Moi aussi, j'avais aussi les suivi et j'ai dit, peut-être que, comme on dit souvent, moi je rencontre des grands types comme ça, peut-être que c'est le Seigneur qui a m'envoyé ce monsieur. On s'est familiarisé. Parfois même, je me déplaçais même. Quand il me dit qu'on va livrer telle chose à cette personne dans telle vie, je me déplaçais. En lui faisant plaisir que non, c'est un bon client comme ça. Ok. Sans connaître qu'il cherchait quelque chose à moi. Et c'est comme ça qu'on s'est familiarisé. Presque 1 an, tout allait bien. Et du coup, alors, j'ai remarqué quelque chose que il changeait d'aspect. Et où j'ai oublié de me souligner, c'est que les petits avec qui il marchait, bref, les petits du quartier, avec qui il a donné souvent un peu de sous, je voyais vraiment ces petits, vraiment, quand tu regardais leur vie, ils étaient vraiment zéro.
Moi, je me posais une question que, mais pourquoi un grand type comme ça là, mais il ne parvient pas à vous trouver du boulot ou bien à vous faire intégrer dans son activité consort et consort. Ah, je me posais des questions dans mon cœur. Je restais tranquille. Il avait toujours besoin de mes services, c'est comme ça que je rendais les services et en retour, j'avais mes sous que je gagnais. C'est comme ça, le temps passé, le temps passé. Un jour alors, il a demandé à me voir. Il m'avait d'abord dit ceci. Il m'avait d'abord dit ceci, fils, parce qu'il m'appelait souvent fils. Fils, si tu veux être riche, je vais te rendre riche. Je suis resté comme ça là, toute glacée. Je commence à réfléchir que mais c'est que j'ai des paroles que ce monsieur m'avance comme ça là. Je suis resté scandalisé. Je dis ah, peut-être qu'il a perdu une autre manière. Il a eu à le répéter 3 fois. Quand on s'était vu 3 fois, successivement. Je suis resté glacé, scandalisé. J'ai commencé à me poser une question dans mon cœur. Et moi, je suis un gars qui prie beaucoup. J'ai la croyance en Dieu, je prie tellement. Et c'est comme ça alors que je suis resté, j'ai commencé à prier, prier. Et avant ça, j'ai fait la connaissance d'une femme. Bref, moi, je partais souvent produire mon aliment pour mes animaux. J'ai fait la connaissance d'une fille d'abord. Comme ça qu'on s'est familiarisé. Derrière elle, j'ai connu une femme aussi de Dieu. C'est comme ça qu'on s'est aussi familiarisé. Après presque 3 ou 4 mois de nos relations, j'ai expliqué à la femme que madame, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Essayez un peu de me donner un peu votre point de vue. Elle m'a dit, mon fils, l'endroit où tu mets tes pieds là est très dangereuse. Fais très attention. Quitte de là avant que le lion ne puisse te dévorer. Ah, tu connais les jeunes. Quand tu restes là-bas, tu as peut-être que 100% de bénéfices, le client te paie bien et conseiller, tu veux monter, j'ai suivi. Ah, j'ai fait la tête. Et c'est comme ça alors que j'ai un peu pris mes distances. Et sans oublier que j'ai oublié de vous souligner que quand je vendais, quand je prenais son argent, je ne faisais rien de bon. Rien de bon avec. Donc c'est comme si je me rabaissais encore, je devenais encore. Parfois même je vieillissais sur place. Donc j'avais toujours l'obligation, parfois je lui proposais même des articles pour me dire, donc je me sentais déjà, on peut dire quoi, je n'avais plus de sous. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais cet argent venait m'appauvrir ou c'est quoi? Je ne comprenais pas. La femme là m'a parlé, je n'ai pas compris. On continue à fonctionner, je livrais, mais il m'envoie, j'ai livré un article. Un jour maintenant, il m'invite, avant qu'il ne m'invite dans son bureau d'abord, il a passé la commande. Il a laissé l'argent à sa secrétaire. Sa secrétaire, maintenant, maintenant, dans mes voilà, je ne pouvais pas aller prendre l'argent dans son bureau. Il est distancé, m'envoyer l'argent. C'est comme ça que sa secrétaire m'appelle. Lui, il envoie le numéro, il m'envoie son numéro, le numéro de sa secrétaire. J'appelle sa secrétaire. C'est comme ça qu'elle me fait comprendre qu'elle ne peut pas m'envoyer l'argent. C'est pour faire que je vienne prendre à même point. Je dis que madame, où je me trouve là, je ne peux pas me déplacer. C'est comme ça, on commence à se chamailler. Elle me dit carrément qu'elle aimerait me voir, me donner l'argent à même point, qu'elle ne peut pas m'envoyer l'argent. C'est comme ça qu'on reste, on se chamaille. Je dis que mais c'est quelle histoire ça? Où elle a dit, il faut envoyer l'argent et donner l'argent. Je dis ok. Si vous souhaitez envoyer, non, même le frais, envoyez simplement comme ça. Je vais pouvoir gérer les frais. Elle me dit non, non. Elle aimerait me voir. C'est où maintenant je passe maintenant le numéro à l'un de mes amis. Il est bien vrai que moi je fréquente un peu les gens plus âgés que moi. On peut dire quoi, de l'écart peut-être de 5, 6 ans. C'est comme ça, et c'est quelqu'un qui travaille au CED. Parce que les fonctions, je suis plus avec les hommes en tenue. C'est comme ça alors qu'il s'est fait passer. Il cause, il dit envoie l'argent comme ça, comme s'il est occupé en train de travailler. C'est comme ça qu'elle dit, ok. Qu'elle a su que je suis au CED, elle a dit, ok, je vais l'envoyer, elle m'a fait le dépôt. Après cela, je suis rentré. Je suis rentré. Un jour encore, une semaine après, il me passe la commande. Va, va, va. Je me déplace, je fais les achats, oh, pas livré. Quand j'arrive chez lui, dans son bureau là-bas, quand j'arrive dans son bureau, parce qu'il m'avait présenté à certains de ses collègues que c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Moi, je restais comme ça, je dis, et qui? Ce monsieur me présente comme ça, en tant que fils. Ah, je dis, peut-être que son sang colle avec le mien.
C'est comme ça qu'il m'a vu dans son bureau. Parce que quand il me parlait toujours, il me regardait toujours droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Et sans oublier que moi, j'ai un prénom que les gens m'appellent plus ça. Donc, c'est rare, c'est très rare de connaître mon nom. Mon prénom aussi. Parce que le nom que je lui avais donné, c'était le prénom qu'on m'avait donné, qu'on me connaît depuis partout. Et c'est comme ça. Alors que l'erreur que j'avais fait, c'est que je devais présenter quelque chose. Vu son positionnement, la place qu'il occupe là, je voulais vraiment qu'il me vienne en aide. C'est comme ça que j'ai à l'envoyer mon récépissé, que voilà, ça va, ça. Il a dit OK. C'est comme ça qu'il me fait comprendre. J'arrive dans son bureau maintenant. Je suis étonné qu'il parle. Il appelle un monsieur et que voici le petit que j'attends parler. Viens. Je reste comme ça, je transpire. Je dis, hé, l'affaire si, qu'est-ce qu'il ne va vraiment passer? Désolé, je suis un peu grippé. Le monsieur ne vient plus. Il appelle encore 10 minutes après. Tu voici l'enfant que j'attends parler. Viens, non? Le monsieur ne vient pas. Ah, je me suis dit, parce que moi j'attendais qu'il me remette de l'argent pour que je parte. Il m'a remis mon argent, je suis parti. Quand je me tourne comme ça, mon cœur commence à battre. Et moi, on peut dire quoi? Moi, je suis un peu comme un jumeau, j'ai un peu un sixième sens. Et du fait que quand je m'approchais tout de ce monsieur, j'avais la chair de poule, mais je négligeais cela. Parce que c'est quelqu'un de la base que je prie beaucoup, mais j'ai un peu baissé en termes de prière. Comme ça que la femme me revient, la femme là me revoit encore. Elle me dit, fils, c'est comment? Ça va, ça va et toi? Elle me dit, j'ai l'impression que tu es têtu. Pourquoi tu continues d'aller voir cette personne? Je dis que non, ma tête, il m'a dit que mais tu demandes, regarde, te donne quel genre d'argent. Il te donne les euros, il te donne les dollars, il te donne quel genre d'argent que tu vas continuer. On te fait comprendre que tu es dans une bouche d'un lion. Pourquoi continuer, pourquoi persister toujours à aller vers lui? Je t'ai prévenu, j'aimerais vraiment plus que cela continue. C'est ça qui dit, hey, je suis resté comme ça. Je dis que la merci a raison. La merci a raison. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre mes distances avec lui. Je prenais mes distances. Et puis aussi le cauchemar du fait que, quand je lui ai assigné que j'ai eu à l'envoyer mon récépissé pour il me vienne en aide pour telle chose. Et lui, parce que même quand on me fait du dépôt, même, ce n'est pas mon nom qui s'affiche. C'était très rare de connaître mon prénom. Un jour, alors, il fait le songe. La personne m'appelle par mon prénom. Je me tourne, je dis, et qui? Cette personne fait comment pour connaître mon prénom? C'est quand je me rappelle, ça me revient à la tête que non, j'avais eu à l'envoyer mon récépissé comme ça, comme ça. Je dis, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Je me suis mis à prier. J'ai prié. Comme ça que j'ai repris encore mon rythme de prière. J'ai prié. Il a arrêté il a arrêté de venir à mes songes. Désolé pour la gueule, s'il vous plaît. Et c'est comme ça alors que, au fur et à mesure le temps passe, j'ai eu même à le bloquer. Et on n'était même plus en contact. Un jour maintenant, il m'appelle. Il me dit, mon fils, je ne parviens pas à t'avoir par WhatsApp. Je lui ai menti que en disant que avant tout ça, la maîtresse m'avait demandé de l'en parler. Donc de ne pas avoir peur de lui, en lui disant que je sais ce qu'il fait. Que ce qu'il cherche derrière moi là, il va récolter. Mais je n'avais pas le cœur d'aller lui dire cela en face. C'est comme ça qu'il m'appelle, me dit, fils, je ne parviens pas à t'avoir WhatsApp. Patati. Je sors les histoires, c'est de beaucoup dans mon WhatsApp, il y a un problème, je n'utilise plus WhatsApp comme ça. Comme ça que je dis, hey, je bloque le deuxième numéro. C'est comme ça que je reste presque 6, 7 mois après. Il fait encore le songe. Le monsieur vient encore dans mon songe. Et quand il vient dans mon songe, je suis là. Parce que j'ai fait son songe du fait que parfois je m'envole. Donc j'étais en train de m'envoler. Je vais prendre tel côté du fond de monsieur sujet. Après, je me suis retrouvé dans une chambre ensemble de mon ami, l'un de mes amis. Avec mon ami, mon frère, comme ça. Et on avait une porte secrète derrière la maison. Je vais passer là-bas, je vois les pieds du monsieur.
C'est comme ça que je me lève, je commence à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. J'ai prié, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Mon histoire, c'était pour vous dire vraiment que le monde est vraiment gâté. Ne pensez pas qu'on fait encore la connaissance des hommes généreux dans ce monde. Ça, c'est impossible. Un homme ne peut pas t'aider, ne peut pas te venir en aide. Parce que si un homme te vient en aide, vraiment, c'est qu'il a vraiment vu quelque chose en toi. Et moi, je me disais que non. Peut-être que ce monsieur, peut-être il venait comme ça, peut-être que c'était l'envoyé du Seigneur. Pourtant, il avait vu quelque chose en moi. Il voulait me faire. Il voulait que j'intègre les histoires de sectes là. Et heureusement que j'étais aussi un enfant vigilant, quelqu'un vigilant. Donc, soyez vigilants, soyez prudents. Que Dieu vous bénisse. DMG, likez, partagez. DMG, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Oui, bonjour et bonsoir à la famille DMG. Et je profite de l'occasion pour saluer la grande famille DMG, les commentateurs, les gars qui partagent, les gars qui s'abonnent. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi pour les bons commentaires que les gars écrivent dans mes histoires. Et surtout, je remercie aussi les mauvais commentaires. Vous me donnez encore de l'énergie, encore de raconter les histoires. Donc, je ne peux pas laisser, vu que j'ai quand même fait un bon moment, j'ai quand même fait un bon bout de temps, je ne racontais pas les histoires parce que, bon, je recevais trop de mauvais commentaires dans mes histoires. Je dis que, c'est la vie. Mais quand DMG m'a encore envoyé le message que je peux toujours raconter, parce que vu que je lui racontais plus les histoires, bref, on laisse ces détails. Bien, je tiens encore ici à saluer les tontons, les tantis, les mamans, l'homme de l'homme, papa l'homme de l'homme et ma béquille Jacqueline, tonton Sam et Limassi sans voix, la Bidjanaise. Je vous salue vous tous. Bon, je salue à tout le monde. Je donne mes respects car c'est grâce à ces tontons et maman et tantine que c'est grâce à eux que j'ai pu améliorer, à raconter mes histoires ici. Car j'ai vu qu'eux-mêmes aussi, apparemment, eux, ils recevaient aussi des mauvais commentaires, mais qui ne leur ont pas découragé à ne pas raconter les histoires. Eux, ils racontaient toutes les histoires, mais tout en les blâmant toujours. J'ai donc profité de cela aussi. J'ai aussi essayé, j'ai vu que bon, c'est comme ça. Si je tiens compte aux mauvais commentaires, c'est que je vais jamais raconter les histoires et peut-être mes histoires peuvent conscientiser aussi. Bref, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire que je ne sais même pas le titre, mais pour moi, j'ai dit que bon, la parole, qu'on dit toujours la parole là, c'est réel, les gars. C'est réel, la famille. La parole, qu'on dit que la parole, que quelqu'un te dit une parole. Par exemple, quelqu'un peut te dire que, imagine si tu meurs demain. Toi, tu prends un peu un jar, tu laisses, les gars, il y a les trucs qu'on laisse pas sur la parole. Tu dis que, gars, rejette ça une seule fois. Donc, il faut rejeter. Quelqu'un te dit ce genre de trucs comme ça, là, ne prends pas, il faut pas prendre des choses, il y a les trucs qu'on prend pas à la légère. Donc, tu rejettes directement. Parce que vous ne connaissez pas. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas voir les deux côtés. Vous voyez un peu, donc ce que tu vois physiquement, c'est pas la même chose qui est invisible. Donc tu peux parler comme ça, un mauvais esprit passe comme ça là, et les autres, c'est que celui-là a répété, si tu ne rejettes pas. Bon, c'est ça. Passons dessus. Bien, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire c'est dans notre famille, vous voyez, donc c'est dans notre famille, car l'histoire, ça concerne mon grand frère et la femme du grand frère de ma mère. Donc, il peut dire quoi même? Bref, passons sur ça. Mon grand frère, c'était un bègue. Vous voyez, il a bu les salivés d'escargot, il a mangé le kenen. Il n'a pas mangé quoi qui était gluant. Son poète dit même que pas l'enfant de 10 ans crache dans ta bouche, tu vas guérir de ton bègue. Il devait seulement que faire. Après lui-même, il est resté là, il dit que, dans lui, il parlait, il dit que
Non, cette fois-ci, je ne veux plus prendre quelque chose. Donc, c'est ce il me disait toujours ça. Il dit que vous ne me donnez plus rien. Parce que vous connaissez d'abord que les Belges, d'abord, eux s'énervent vite. Donc, lui, qu'il a vu que après tout genre de tentatives d'essayage de médicaments, de traitements, tout ça, rien n'a changé. Maintenant, ma tante là en question, la femme du grand frère de ma mère, qui est mon oncle, sa femme alors avait l'habitude de se moquer de mon frère là. Elle avait l'habitude de se moquer. Par exemple, elle vient comme ça chez nous, comme ça, elle vient nous rendre visite, parce qu'on s'amuse souvent. Vous connaissez l'époque, les enfants, on s'amuse souvent. Après, dès que mon frère là, il tape un peu, tu comme ça, là, tu après, elle répète. Donc tout ce que mon grand frère répétait, mon grand frère disait, elle répétait. Elle répétait, non, rien alors. Non, rien, ça fait Dieu. On riait, ma jumelle et moi, mes petits soeurs, on riait, on ambiançait. Un jour alors maintenant, et ma tante là, elle était enceinte de son premier né. Non, de son deuxième né. Oui, de son deuxième garçon, parce qu'elle avait accouché un garçon. Bref. Un jour alors comme ça, là, un matin, je savais mon frère là, mon grand frère, et la femme et ma tante en question, elle était en train de laver les enfants, les petits enfants, elle lavait nos nièces. Elle était en train de laver. Après, mon grand frère parle encore. Elle répète. Mon grand frère dit que. Mon grand frère répond à ma tante là que ton enfant là qui va naître là, il serait aussi et puis que moi. Elle a encore compris comme ça, elle s'est encore mise à risque. Les pas, je pourrais aussi m'empêcher de rire. Je aussi, c'est moi aussi rire. Je me dit que, est-ce qu'il connaissait qu'on était encore un enfant? Il riait aussi, parce qu'elle avait l'habitude de le faire. Les pas, le jour qu'elle accouche, alors arrive, 2 ans après, son garçon là naît, alors maintenant il a 2 ans. Les premières paroles qui sortent, c'est durement pour dire maman, non, c'est la chimakato. Donc, moi, pour dire maman, c'est pisca. Il dit que 2 fois comme ça, elle tape son enfant. Il dit que la façon où elle tape son enfant, donc ça l'énerve, mais c'est pour dire mon nom que ça te dépasse comme ça. Elle tape son enfant. Il dit plus ça, on dit que père, laisse l'enfant là. Laisse l'enfant là. Pourquoi tu tapes l'enfant? Pourquoi tu tapes l'enfant? Elle tapait l'enfant parce que l'enfant n'arrivait pas à dire. Donc, ce que mon frère là a dit, voilà, ça s'est réalisé. L'enfant a eu 2 ans jusqu'à maintenant. L'enfant bégait, c'est de la magie. C'est de la magie. Les gars, prenons conscience de la parole. Donc, c'était l'histoire que moi je voulais raconter. Cette petite histoire là, c'est pour vous dire que la parole que vous négligez là, pardon, prenez compte de la parole. Il y a les paroles qu'on dit même dans les blagues. Si tu vois un peu que c'est un peu un genre, mon gars, faut rejeter la parole là. Faut rejeter ça. Oui, il faut rejeter. Et se moquer aussi un peu bêtement là. Tu peux te moquer de quelqu'un, mais pas que à sa présence, tu vois. Et en te moquant comme ça, demande encore pardon à Dieu. Et ça sert à quoi de se moquer de quelqu'un quand toi tu es déjà conscient. Quand tu es conscient, c'est quand tu es un enfant que non, on peut pas trop comparer ou voir un peu. Mais quand tu es conscient là, que tu connais il y a le bien et le mal, tu fais des trucs comme ça là, forcément, il y aura un karma qui va venir t'arriver, donc c'est pas bon. Donc prenons conscience des paroles, les gars. Ne négligez pas les paroles. Ce que quelqu'un te dit comme ça, tu négliges, tu prends ça à la légère, après tu vois les retombées trop tard. En tout cas les gars, commentez, likez, abonnez-vous. Merci encore à DMG de partager mes histoires. C'était le jumeau de Mamani. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Alors, salut DMG, salut à la grande famille DMG. Et mes salutations respectueuses à Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu, comme d'habitude. Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance d'Abidjan. Merci pour tes histoires. Manbassa,
et la maman Mariam, aussi la maman de Jacqueline qui raconte les histoires de son quartier, sans toutefois oublier aussi la tata ou la tante ou la grande sœur de la Turquie là. Merci aussi pour la sœur qui est dans le pays maghrébien, qu'on ne connaît pas ton pseudo. Merci aussi pour Mariam, pour l'Abidjanaise, la nouvelle. Que Dieu te bénisse et merci d'être venu. Tu nous envoies de bonnes histoires qui nous aident à nous diriger, à être un peu plus à la guerre, parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde-là. Je salue aussi tous les nouveaux, toutes les nouvelles, aussi les anciens, et ceux que j'ai dû oublier. Salutations à vous. Allez, je me lance. Moi, aujourd'hui, mon histoire, je vais l'intituler comme ça, le capteur spirituel. Eh oui. Et comme j'ai déjà dit auparavant, chacun de nous est doté d'un capteur spirituel, une petite flamme spirituelle qui veille à l'intérieur de nous, qui s'active lorsque nous sommes en même devant une situation un peu plus compliquée. Voilà. Vous savez, ici, dans ce pays-là, votre frère Léonidas a pour moyen lucratif une activité qui lui permet de sortir à chaque fois le matin, à aller vers le client. Bien sûr, moi, ce n'est pas mes clients, moi, mais c'est les clients qui appartiennent à la société dont je suis un employé. Donc, on nous envoie et nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre mission, c'est d'aller vers, on appelle ça Field Service Engineering. C'est-à-dire que, vous comprenez. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, mais quand on s'en va, sûrement, c'est vraiment très loin de la zone, de notre zone de résidence, le plus souvent. Souvent, nous allons à l'extérieur du pays, souvent, nous allons à l'intérieur du pays, et où nous sommes obligés d'y dormir parce que nous ne pouvons pas rentrer à la maison. C'est simplement pour dire que les missions font que on change d'hôtel à chaque fois. Vous comprenez? On change d'hôtel à chaque fois. Ceux qui connaissent Abidjan, et par exemple, tu es à Benjeville, on t'envoie à Yamsoko, ou on t'envoie à Korogo, ou on t'envoie à Dabou, ou on t'envoie... Bon, tu sais que tu ne peux pas revenir. Donc, du coup, tu y restes, tu dors, parce que demain matin, tu vas aller encore rencontrer un autre client pour aussi faire tes activités. Donc, moi, dans la journée on va dire quoi? C'était dans la soirée du 23 de ce mois, 2026. Et après avoir fini le travail, cette fois-ci, j'étais avec un de mes collègues. Je crois qu'il est d'origine bolivienne. Voilà. Donc, il est bolivien. Du coup, il me dit, Léonidas, et quand je suis arrivé en mission, parce que je suis plus ancien que lui, donc il m'attendait pour qu'on reprenne le travail. Dès que je suis arrivé, il me dit, Léo, je ne sais pas si tu as déjà tout concordé avec le service de transport logistique et autres là. Sinon, pour l'hôtel de ce soir, moi, j'ai déjà appelé un client, j'ai déjà vu une place si ça t'intéresserait. Il dit, oui, puisqu'on travaille ensemble pour 3 jours. Du coup, ça serait mieux qu'on loge dans le même hôtel. Et puis après, le matin, on y va au boulot, quoi. Il me dit, ok, ben, c'est pas un problème. Donc, il lui dit, mon Dieu, merci. Allez, appelle le client là, et de l'hôtel là, le réceptionniste, et programme ou réserve encore une chambre supplémentaire. C'est comme ça, le gars, il appelle, il programme une chambre. Bon, on commence, on travaille jusqu'au fin. Nous environ de 17h30 par là. Le temps de retourner à l'hôtel, ça fait 30 minutes. On arrive à l'hôtel, il est quasi 18h. Bon, comme on s'approche un peu de l'été, donc la nuit ne tombe pas trop vite. Du coup, pendant qu'on est en train de rouler, je vois qu'on s'éloigne de la ville. Bon, c'est vrai, hein, parce qu'il y a des hôtels, il y a des Airbnb, il y a des break-in, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a comment ils appelaient ça déjà là, des agritourismes, voilà, des agritourismes. Ceux-là sont un peu, ils ne sont pas des hôtels, c'est un peu comme un domicile, mais qui est déjà bien fait, avec plusieurs chambres. Bon, je ne sais pas, peut-être que vous en connaissez. Les agritouristes sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils reçoivent que les touristes, surtout quand il s'agit d'aller en visite dans certains lieux un peu touristiques, faire des pas, les blindes aiment beaucoup marcher. Bon, bref. On s'éloigne de la ville à chaque fois. Je suis dans la voiture, je dis, mais mon collègue, on avait 2 véhicules de service. Donc lui, il était devant, moi, j'étais derrière, puisqu'il connaissait le coin. Il dit, mais Joe, qu'est-ce qui se passe? Donc on arrive, on gare. Quand on gare, il regarde le coin. C'est quel coin ça là?
Il dit non, t'inquiète, c'est vraiment bien, c'est une agritourisme. Donc, tu vois, dans la soirée, c'est calme, il n'y a pas de bruit. C'est vrai, c'est vraiment calme. Franchement, on était au milieu d'une petite, je ne sais pas quoi, des petits, tiens, les mots même me manquent. Il dit, Joe, ça fait plus de 6 ans que nous, on est dans ce boulot-là. On a changé les hôtels. Mais là où tu m'as envoyé, c'est vrai que c'est un agritourisme. J'ai déjà vu des agritourismes, mais ça, là, ok, c'est pas un problème. Je prends mes bagages, je descends, j'arrive. Il fallait en plus pour entrer dans le truc parce que le réceptionniste n'est même pas encore là. À presque 18 h, il n'est pas encore là. Du coup, il faut mettre le code. Ting, 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 ting. La porte s'ouvre. On rentre. Il y a 2 clés. Non, il n'y a même pas 2 clés même. Il y a des instructions par terre. Lui, parce que c'est lui qui a réservé. Il me dit, ah tiens, Léo, ta chambre, c'est là. Moi, ma chambre est en face. Il dit, ah bon. Mais juste avant d'entrer, pendant qu'il est en train de composer, moi, je prenais la peine de scruter un peu le terrain, quoi. Je regardais à gauche, à droite. Je vois que juste devant la porte d'entrée, il y a une espèce de préau, mais ce n'est pas fermé au fait au-dessus. C'est à l'air libre avec des chaises, tout ça, où les gens peuvent manger, déjeuner le matin, pour prendre, en contemplant en même temps la nature, quoi. Mais juste à côté, je vois une statue un peu bizarre. Comme, c'est-à-dire qu'ils ont sculpté dans du bois, mais qui ressemble vraiment à une personne et qui est mal au point. Quand je dis mal au point, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est atteint, quand tu regardes, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est atteint d'une paralysie faciale. Et avec une tête, c'est-à-dire qu'ils vraiment, ils l'ont sculpté, hein, franchement, quand tu t'as... En tout cas, moi, personnellement, Léonidas, quand je regardais cette statue-là, avec des cheveux d'homme, et regardais un peu par terre comme ça, il y avait l'impression que la statue me regardait. Et dit, ça, c'est quoi ça encore? Et c'est... J'ai dit, oh, vraiment. J'ai dit, mais, bon, ok, on va dire que c'est une statue. J'entre. Quand j'entre, l'atmosphère dans le hall de réception où il n'y avait personne ne me sied pas. J'ai dit à mon gars, il dit, mais attends, collègue, c'est où tu m'as envoyé là? Il me dit, non, le coin est tranquille, t'inquiète, ça c'est bien, on va bien dormir, le soir même, ils vont venir nous servir, tout ça. Il dit, Joe, tu sais que je suis africain. Bon, j'avais pas besoin de lui dire que moi j'écoutais DMG ou j'étais sur DMG TV. Donc, il y a des choses que nous, déjà, on sait. Dès que j'entre, mes capteurs se mettent en même temps en alerte. Mes capteurs spirituels se mettent en même temps en alerte. Gagne-temps. Bon, gagne-temps en jargon ivoirien, ça veut dire get out, ça veut dire casse-toi, mon gars. Ici, c'est pas bon. Je dis, bon, et bizarrement, je dis bien bizarrement, je me suis rendu compte que parce que j'ai des téléphones, j'avais mis l'autre téléphone dans la voiture. Je me dis, mais attends, excuse-moi, André, que j'ai oublié mon téléphone. Il dit, ok, tu peux aller chercher. Mais il s'est oublié de bloquer la porte, ne pas qu'elle se referme derrière toi. Il dit, ok, bloque là. Donc, je sors. Je dépose mes bagages, je sors. J'avais sur mon sac à dos. J'arrive à la voiture. Mais avant d'arriver à la voiture, je vois tout au fond, encore, c'est-à-dire que sur la petite piste là, il y a une autre clairière qui s'ouvre, qui donne directement sur une espèce de cercle. Tu vois, c'est comme si, vous voyez au pays, là, dans le village, là, quand on construit comment on va dire ça, pas les cuisines, mais ils essaient de construire une maison en paille ou qui a une forme cubique. Bon, non, pas cubique, conique, voilà. Donc, il y a un cercle d'abord, et puis ensuite, on met les bois qui font la circonférence du cercle. Et après ça, on essaie de mettre la toiture en paille qui est en cône. Voilà. Mais seulement qu'il n'y avait pas de cône, les bois étaient là, mais à la place des bois qui faisaient la circonférence du cercle, c'était des sièges. Tu comprends? Et derrière chaque siège, il y avait une espèce de statue qui a été un peu mal représentée, quoi. De loin, je vois. Il dit, mais ça, c'est quoi ça encore? Et le coin est un peu caché. Mais franchement, à peine mon visage, à peine mon regard s'est porté vers celui-là. C'est comme si j'entendais quelque chose qui dit, ça, certaines personnes vont voir qu'à l'œil nu comme ça, c'est un lieu de réjouissance où les gens seront là les soirs et puis essayer de boire ou bien faire une petite fête. Mais je te dis que la nuit, c'est autre chose. Regarde bien, j'observe, derrière chaque siège, il y a un masque dessiné. Je dis bien masque, tiens, on est chez les Blancs, mais il y a masque. Tiens, on n'est pas au bled quand même, mais il y a masque dessiné derrière chaque chaise. Je dis, mais attends, ça c'est quoi ça là? Ok, comme si la Providence avait bien voulu, avait bien forcé les choses pour que j'oublie mon téléphone. J'y vais, je prends mon téléphone. En revenant, la voix me dit toujours, ne t'ai-je pas dit, gagne-temps, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Je dis, mais attends, ça c'est quoi? J'arrive, la même statue qui est devant la porte, là, il dit, elle me regarde. Je rentre. Mon gars me dit, voici ta chambre. J'arrive, je dépose ma valise.
J'arrive dans la chambre. Je vois un miroir qui est placé juste à côté du lit. Franchement, c'était bizarre. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire une œuvre d'art, mais il y avait une sorte de comment on peut dire ça, de vase. Franchement, je trouve pas là dedans. Il y a le vase en dessous et au-dessus, il y a une espèce de cuvette qui est peinte en blanc vert et blanc bleu. Tu comprends? Je me dis, mais ça sert à quoi? Et au-dessus de ça, il y a un miroir en cercle que tu peux tourner à ta volonté, quoi, parce que c'est fait d'un vis. Il y a deux vis de part et d'autre où tu peux le balancer comme tu veux. Je dis, mais attends, ça c'est quoi ça encore? Je rentre dans la douche. Dégueulasse. Je dis non, je ne peux pas. Mes capteurs se mettent en alerte, exigence. Donc, du coup, je n'arrive même pas à chercher à raisonner moi-même. Je prends mon téléphone et non, il faut que je gagne temps. Il faut que je parte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester. Donc, famille DMG, c'était pour vous dire que chacun de nous est doté de capteurs. Quand vous allez dans un lieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Moi, je suis parti après. J'ai dû appeler le service comment on appelle ça, notre service qui s'occupe de programmer ou de réserver des chambres là, pour le dire Joe. Il était là, personne. Moi-même, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché à voir si je pouvais tomber sur des hôtels un peu, tout était plein. J'ai envoyé un message vocal à la dame qui a bien voulu me réserver une chambre de nuit. Ça a coûté un peu plus cher parce que vraiment, c'était pour un cas. Elle a dit, ma chère, excuse-moi, hein, j'ai voulu suivre mon collègue, mais franchement, je ne me sens pas rester dans cette chambre-là. Si tu ne me trouves pas une chambre, un autre hôtel actuellement, moi, peut-être que je vais dormir dans la voiture. J'ai commencé à ranger. Vous voyez, quand quelqu'un est en train de courir, ranger les choses dans la précipitation, je ne sais pas, arrivé un moment, il a déposé le téléphone, je commençais à ranger les choses. Là, commençais à faire vite, les barrages qu'il avait fait sortir, commençais à les remettre en tas. Pouf, je n'ai pas dit taper la porte de mon collègue. Joe, il dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit Joe, je m'en vais. Il dit comment tu t'en vas? Il dit non, je ne peux pas rester ici. Moi, je ne peux pas rester là. Mon esprit ne correspond pas avec ce lieu-là. Il dit, mais tu vas aller où? Il dit, non, t'inquiète, j'ai trouvé. Je suis sorti. Bon, laisse-moi partir, il me suit. Mais tu vas aller dans quel hôtel? Il faut me dire peut-être te tenir compagnie là-bas. Il dit, non, toi, il faut finir. Comme tu as promoté celui-là, reste ici. On va se trouver devant. Je prends la voiture, poum, je m'en vais. Après, je me dis, je vais me mettre dans un lieu tranquille, un petit parc, pour pouvoir essayer de voir si la dame en question avait trouvé l'hôtel. Justement, elle avait trouvé, elle m'a envoyé une autre adresse. Au moins, je me rends compte que quelqu'un tape à la fenêtre, à la vitrine des choses, à la pare-brise de la voiture. Je regarde, c'est mon collègue. Il me dit, en quel moment tu étais derrière moi? Il me dit, non, je venais, quand tu es sorti, je t'ai suivi. C'est dans quel hôtel tu vas? Aïe. Bon, je vais dans un autre hôtel, la demoiselle m'a envoyé un nom, je vais m'y rendre. Je pense que c'est à 15 minutes d'ici. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on fait comme ça alors. Je dis, ok, vas-y, moi j'y vais. En famille DMG, en conclusion, c'est pour dire qu'il y a des situations qui peuvent nous arriver. Chacun de nous est doté d'un capteur spirituel. Et toi-même, tu le sais. Pour certains, ce sont les poils de leurs mains qui se dressent. D'autres, ce sont les cheveux. D'autres, ils entendent des voix. Certaines personnes, ils ont des frissons. Quand c'est comme ça, ne cherche même pas à raisonner. Si tu devais aller quelque part, arrête-toi, n'y va plus. Si tu devais aller te coucher quelque part, ne te couche pas là. Si tu pensais dire quelque chose à quelqu'un, arrête de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, je suis parti. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Peut-être que là-bas, la nuit, certains esprits allaient venir essayer de voler mon étoile ou essayer de... Franchement dit, je ne sais pas. Parce que ce lieu, pour un lieu fait par des Blancs, franchement, je les ai trouvés un peu bizarres. Merci. À bon attendeur. Salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour à la famille, bonjour DMG, bonjour à l'équipe, bonjour. Partagez, likez, commentez, c'est très important. Comme Mariam dit souvent, la chaîne du donner et du recevoir. Bonjour Danton Alex, bonjour l'homme de l'homme, bonjour tous les narrateurs, vraiment bonjour. Je ne me présente pas, c'est ça mon sobriquet. Je ne me présente pas parce que, comme j'ai dit, on va me reconnaître. Je vais vous raconter une petite anecdote qui fait froid aux dos. Et cette anecdote est une réalité pure et simple de certains rites en Afrique. J'étais au téléphone avec ma maman et ma maman m'a raconté cette petite histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment triste.
C'est très, très triste. Bon, il y a un jeune du village et son ami. Et ils ont grandi ensemble, ils sont des amis, ils vont en ville, ils font du business, ça monte, ça descend. Et l'ami que je peux appeler a prêté de l'argent chez B. Je sais que vous n'aimez pas les mathématiques, mais je vous dis toujours que moi, j'oublie très vite les noms et je risque de gâter l'histoire. Donc, A prêté de l'argent à son ami B. Et le moment venu, A fait l'erreur fatale de sa vie en remboursant à son ami l'argent qu'il avait prêté devant son papa, le papa de B. Donc, le papa de B, il a une addiction de jouer au jeu au hasard, insiste que son fils lui remette cette somme d'argent. C'était pas une petite somme d'argent, hein? Et le fils dit non, c'est un argent prêté aussi que je dois aller remettre dans les caisses de la Réunion. Cet argent ne m'appartient pas. Et le papa demande à l'ami, à son fils, si en réalité l'argent appartenait à son fils. Et le concerné a dit non, il m'a fait cette faveur avant qu'on ne fasse les cassations, il faut qu'on puisse rembourser cet argent. Mais il faut patienter, papa, on va essayer de se battre, on va te trouver un peu d'argent. Donc les deux ont parlé. Donc celui qui était A est reparti dans sa petite ville parce que ce sont des villes en moto. Et B est resté à la maison. Et B a développé une petite maladie simple. Ça n'allait pas, ça va aujourd'hui, ça va demain, ça ne va pas aujourd'hui, ça va demain. Et B croyait que le fils croyait que le père avait écouté, le père avait pardonné qu'il ne puisse pas lui remettre cet argent. Mais en réalité, le père arrive le fils dans la sorcellerie. Il a chopé son propre fils dans la sorcellerie. Donc, c'est à la fin que vous allez comprendre. Donc, le fils était tellement malade. Malade, il maigrissait. Malade, il maigrissait. Il n'y a pas de solution à l'hôpital. Non, le truc. Finalement, j'étais allé dans une petite localité et le médecin là, était fort. Comme on dit souvent, il avait peut-être 4 yeux. Le médecin a dit non, ce n'est pas une histoire de l'hôpital. Ramenez-le à la maison ou bien allez voir certains tradipraticiens, ganga, comme vous les appelez. Ils vont sûrement sauver sa vie. Ce n'est pas une histoire d'hôpital. Donc la famille porte le gars, il l'amène à l'hôpital, chez l'Onganga. L'Onganga dit que oui. C'est toute la famille là, on dit oui, toute la famille. Leur maman est décédée depuis. Donc, les frères, les soeurs, le papa, tous étaient chez l'Onganga. Les tantes, tout. Donc, la famille en général. Et l'Onganga demande, pour soigner votre fils, je veux que chacun aille. Vous connaissez les maisons des villages, il y a une petite brousse là, machin. Il dit que même si c'est devant ma porte, que chacun aille chercher l'herbe, n'importe quoi. Une feuille, une herbe, un truc que la personne amène et me présente ça. C'est comme ça que dans mon village ici, on soigne les gens. Tout le monde allait prendre la feuille, chacun ramenait ce qu'il pouvait ramener. Et l'Onganga a demandé que chacun mâche sa feuille et lui verse cette eau entre les mains et il frottait ça. C'est comme ça que l'Onganga soignait le malade. Donc, tous sont revenus. Le papa a disparu pendant 2 heures de temps, 3 heures, 4 heures. Quand il est revenu, c'était déjà vers 16 heures, 14, 16 heures, je crois.
On dit où est la feuille? Il dit qu'il a oublié qu'il s'était garé en brousse. Le monsieur lui dit, tourne juste derrière ma maison, il y a tellement de plantes là. Et il part, il va derrière la maison, il trouve une plante, il monte, il revient. 10 minutes, 15 minutes après, il monte au Ganga. Le Ganga dit, ok, si c'est ce que tu as choisi, que la main de l'Éternel soit sur cette plante. Et il mâche la plante, au lieu de donner au Ganga, il avale la plante. Il avale la plante. Le Nganga commence à faire le sel sur lui. Le Nganga dit, aïe, pourquoi? Et pourquoi? Le Nganga demande à la famille de porter le malade et de repartir avec lui. Au moment où il faut porter le malade, le Nganga retient l'aîné. Il dit que l'herbe que ton père a mangée, c'est le cœur et la tête de son fils qui venait d'avaler. Donc, quand je demandais qu'il mâche et qu'il verse ça entre mes mains, c'est qu'il devait restituer les parties qu'il avait mangées. Vous voyez comment tu amènes quelqu'un sur la terre et tu le ramènes comme tu l'as amené. Donc, il n'a pas voulu cracher ce qu'il avait déjà bouffé dans le monde mystique. Donc, dès qu'ils sont sortis de chez le Nganga, ils n'ont même pas, comme ils avaient pris le taxi là, ils n'ont même pas fait 2 minutes dans le taxi. Le jeune a rendu l'âme. Donc, l'histoire que je vous raconte, jusqu'à ce moment, le concerné, qui est le papa de cet enfant, était dans une cotisation et il cherchait qu'un alibi de payer sa dette de l'autre côté. Et comme ça avait juste coïncidé avec cette histoire d'argent, donc ça veut dire que le jeune a juste ouvert une porte. Parce que s'il remettait cet argent, ce n'était même pas sûr qu'il aurait vécu. Donc, comme on dit souvent ici dans DMG, dès que tu gifles quelqu'un, la personne meurt entre tes mains. Mais ça, et ce n'était pas l'argent de ce garçon, c'était l'argent de la cotisation. L'enfant, c'est mon John, son père l'a chope. Donc, on ne sait même plus à qui faire confiance maintenant. Cette histoire, ça ne date même pas de 2 semaines. Et le concerné est porté disparu. Parce que c'est les machettes qui l'attendaient. Tous les enfants ont décidé, tout le petit village où ils sont là, c'est la machette. Même le voisinage. Donc, mes amis, restez dans la prière. Restez dans la prière. Il n'y a que Dieu qui va nous sauver ici dehors. Portez-vous bien. Merci et bonne journée. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.